Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Film Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Spawn pour la présentation des Kruleboyz sur cette nouvelle édition de Warhammer Age of Sigmar. On a la chance les amis, et ouais je te représente encore une nouvelle fois pour les personnes qui rentrent par cette vidéo de présentation des peaux vertes. Nicolas Tasson, actuel champion du monde en solo de Warhammer Age of Sigmar depuis novembre dernier, puisque pour la première fois Game Workshop organisait à Atlanta les championnats du monde en solo que tu as remporté avec un parcours d'ailleurs semé d'embûches. C'est dans le thème. Et tu as une chaîne Twitch qui s'appelle Nicolas Tasson sur lequel tu fais des explications méta et en ce moment tu es super actif puisque tu présentes quasiment toutes les factions de cette nouvelle édition de Warhammer. Je mettrai le lien en description. En tout cas là on va se focaliser sur les Kruleboyz. C'est une armée qui a fait son apparition au début de la 3ème édition d'AOS. C'est donc une armée qui en termes de modélisme est complètement dingue. C'est une armée qui en termes de règles va aussi être suivie par l'éditeur et c'est très très cool. Mais c'est une armée qui avait été un petit peu boudée par son style de jeu puisqu'il faisait partie de la grande famille des peaux vertes. D'un côté, on avait les Iron Joe qui maintenant sont les marche-fer, qui eux sont des brutes de fous, et là on a un petit peu les orques les plus chétifs qui sont un petit peu les plus fourbes de l'histoire. Comment est-ce que tu résumerais leur gameplay ? Le gameplay Kruleboyz il est un peu particulier, c'est un gameplay qui va être très réactif en fonction des jets de dés que vous allez faire. Il va falloir s'adapter constamment à vos jets de dés. On va voir que les coups tordus sont extrêmement structurants dans l'armée, mais ce sont sur des jets de dés, et donc il va falloir un joueur qui s'adapte à chaque jet de dés, qui adapte tout son plan de jeu à chaque jet de dés, et qui prévoit l'arbre des possibles en fonction de si le jet de dés réussit ou non. D'accord, donc vous allez voir en fait les coups tordus, on vous les présentera quand on parlera des traits de bataille. C'est des réactions que vous allez avoir sur soit le mouvement, soit justement sur le fait que l'adversaire va pas avoir de bonus en charge, ce genre de petites choses. Donc c'est assez savoureux en tout cas par rapport à l'ADN de cette armée. Derrière c'est quand même une armée élite, masse, qui fait des dégâts plutôt haut tir. Est-ce que c'est une armée qui va chercher à table rase ? Comment est-ce que tu définirais le gameplay ? C'est une armée un peu mid, c'est-à-dire qu'elle est pas élite mais elle est pas non plus masse. On va pas pouvoir avoir des millions de points de vie sur table, on va pouvoir en avoir quand même avec les Gutripa. On n'a pas non plus comme du Nurgle vraiment beaucoup, comme du zombie. Maintenant c'est une armée qui a un peu de tir, du tir très correct, mais qui ne sera pas centré dessus. Donc c'est vraiment une armée qui peut faire un petit peu de tout et qui va plutôt être centrée vraiment sur son gameplay autour des coups tordus, et après vous pouvez adapter votre liste en fonction de ce que vous avez envie de jouer. Ok, c'est bien que ça soit au niveau de l'ADN des coups tordus. Derrière, on parle donc d'équilibrage interne d'un Battle Tome, puisque là il y a peu d'entrées. Est-ce que tout est jouable ? Et derrière, est-ce que par rapport aux autres armées du jeu, il y a des moteurs de frustration pour toi ou pour l'adversaire ? L'équilibrage interne est plutôt bon. En termes d'unité, je pense qu'on a quasiment tout qui est jouable dans le Battle Tome. On a peut-être quelques héros un peu en deçà, mais c'est pas insortable. Donc on est vraiment assez content parce que comme tu dis, il y a peu d'entrées. Et donc le fait que la plupart soient jouables, on est très heureux. En ce qui concerne la frustration avec l'adversaire, ça pourrait arriver parce que les coups tordus, si on se met à réussir tous les coups tordus, ça peut être très fort. Et également, l'armée est aussi une grosse source de mortels au corps à corps avec les Gutripa. S'ils sont buffés correctement, ça peut également être un peu frustrant pour l'adversaire à affronter. D'accord. Dernière question, est-ce que c'est une armée que tu recommanderais à un débutant ? Pour la partie modéliste, clairement oui, parce qu'en termes de plastique, c'est complètement dingue. Il y a aussi un énorme marché de l'occasion, puisque elle était dans la boîte de base et dans toutes les starters de base de la 3ème édition. Et ils ont aussi été distribués par les collections Hachette. C'est amusant parce que c'est une armée qui a un skill cap immense. Parce que c'est vraiment une armée sur laquelle il faut s'adapter constamment. Maintenant, je pense qu'à débuter, ça doit être intéressant quand même, parce qu'on va voir rapidement les erreurs, on va voir un peu qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On va avoir une rejouabilité immense, puisque entre vos deux games, vous ne réussirez pas du tout les mêmes coups tordus. Donc ça va être jamais les mêmes parties. Donc c'est vraiment une armée qui est extrêmement agréable à jouer. Et je pense que un débutant, il peut commencer à s'amuser dessus, et il va avoir une courbe de progression qui est très très grande. De toute façon, au début, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste jouer en fonction des dés. Vous n'allez pas forcément anticiper un plan sur 2-3 générations. En tout cas, ça va nous permettre de maintenant vous présenter les traits de bataille des Kruleboyz, ces fameux coups tordus. Il y en a 4 des différences. Ce qui va se passer, c'est que vous pouvez en utiliser que 1 par phase. Et dépendamment du nombre de coups tordus que vous allez utiliser par round, la difficulté va changer. C'est-à-dire que le premier que vous allez utiliser va s'appliquer sur un 2+, le deuxième sur un 3+, le troisième sur un 4+, et le quatrième jusqu'à l'infini ne s'appliqueront alors que sur du 5+. Je trouve que c'est génial parce que tu mets tous tes deux dans le même panier et alors ça sera sur un 2+, notamment par exemple pour, je sais pas, le Vil Sournois qu'on va pouvoir utiliser une fois par tour à n'importe quelle phase de mouvement, ami ou ennemi, puisque là par exemple vous allez pouvoir choisir une unité d'infanterie Kruleboyz qui a 10 figurines ou moins et qui ne serait pas en mêlée. Vous allez pouvoir la retirer du champ de bataille, la placer entièrement à 3 pouces d'un élément de terrain et à 9 pouces de toute unité ennemie. Ouais, tout à fait. À noter, c'est important que le GD qui passe de 2 à 3, il passera de 2 à 3 même si vous ratez votre Dirty Tricks.
Donc c'est vraiment important de le noter. Dès le deuxième, ça sera un 3+, même si vous avez raté le premier. Et c'est vrai qu'il y a une vraie orientation de jeu entre est-ce que j'essaye vraiment de fiabiliser un ou deux Dirty Tricks dans le round, ou est-ce que à ce moment-là, j'ai besoin de faire trop de choses, on va tenter plein de choses et on verra ce qui se passe. Pour revenir sur Ville-sur-Noix, le Dirty Tricks qui vous permet de bouger, de vous téléporter à votre phase, mais aussi en phase adverse, c'est un Dirty Tricks qui est extrêmement fort, puisque se replacer en phase adverse, on peut faire énormément de choses en termes de deny de tactique, en termes de... Vous avez un écran, l'adversaire il peut pas avancer, mais à votre tour vous le redéplacez pour le mettre ailleurs, donc il ne mourra pas. Vous pouvez déplacer vos arbalétriers parce qu'ils ont une portée courte, donc à votre tour vous allez vouloir les avancer pour tirer, mais vous pouvez les replacer autour de l'adversaire, ce qui leur permet de ne pas se faire charger. Il y a énormément de possibilités avec rien que ce coup tordu là, et du coup il sera très utilisé. Yes, ensuite on va découvrir le coup tordu, arme croûtée de venin. Vous allez pouvoir l'utiliser par contre là à seulement votre phase de héros. Vous allez choisir une unité infanterie Cruel Boys, faire votre test de coup tordu, et si ça passe, alors vous critiquerez non pas sur du 6 mais sur du 5. Ça c'est un outil de multiplication de la létalité. Donc sur les Gutripa vous allez faire grosso modo x2 sur leur létalité, puisque leur létalité principale sont les crits mortels. On va voir que dans le Battle Tome, on a une autre source de multiplication par 2 de la létalité des Gutripa, et donc si on combine les deux x4, c'est énorme. Donc on se retrouve avec des Gutripa qui sont très très bons en termes de létalité si on combine les deux. On va rarement s'en servir sans la combinaison avec l'autre, puisque on perd un petit peu de la valeur. Yes. Ensuite, on va avoir l'escamotage, puisque une fois par tour, à n'importe quelle phase de mêlée, donc ami ou ennemi, vous allez pouvoir choisir une unité ennemie qui sera à portée de mêlée d'une unité Cruel Boys, faire votre jet de coup tordu, et si ça passe, l'adversaire a frappe en dernier. C'est probablement une des abilities les plus fortes du jeu. Ouais, du jeu, ouais. Ça peut être sur un 2+, si vous avez fait les économies. Donc vous pouvez vous assurer que l'adversaire est obligé de vous charger avec 2 unités déjà s'il veut vous taper avant. Et vous pouvez choisir l'unité la plus létale, bien sûr, à mettre en frappe en dernier. Donc c'est très 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 bon. Attendez-vous à le voir beaucoup. Yes. Et le dernier, ça va être la surprise fatale. Vous allez utiliser à n'importe quelle phase de charge, donc ami ou ennemi. Vous allez pouvoir choisir une unité ennemie qui sera portée d'unité Cruel Boys. Si le coup tordu passe, vous allez lui infliger D3 blessures mortelles. Et surtout, vous allez casser son bonus, par exemple, de charge plus 1 dégât. On va le voir rarement, mais contextuellement, contre la cavalerie, ça peut être très fort. Vous divisez par 2 en général l'output de la cavalerie. En ce moment, la cavalerie, c'est plutôt fort dans le jeu. En fait, il est pas si mal ce petit Dirty Trick. Complètement, ouais. En tout cas, tu vois, un truc que j'adore, on en a peut-être pas assez parlé pour Khorne, c'est qu'aujourd'hui, le jeu est pensé pour qu'on ait des aptitudes d'ordre. Game Workshop a capé le nombre de points de commandement 4, 5, voire 6 une fois de temps en temps. Mais là, ça te donne une deuxième ressource. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je trouve ça super savoureux. En tout cas, de la manière dont ça a été écrit. Aujourd'hui, toi, de ce que t'as vu, est-ce que c'est plutôt du genre à économiser ou à rester sur du 2-3, ou au contraire, non, tu en utilises le maximum et tu serres les miches sur du 5+? Ça dépend vraiment des tours. En early game, ça va être souvent de l'économie, et quand tu arrives en mid game, tu as besoin de faire trop de choses, et tu vas jouer beaucoup avec beaucoup de coups tordus, et du coup adapter ton jeu en fonction de ce qui passe ou pas. D'accord. On va maintenant parler au niveau des formations de bataille. Je vais parler de la première, ça va être le petit doigt. Là, vous allez avoir l'aptitude passive sale fourbe, puisqu'on va pouvoir utiliser le coup tordu Ville-sur-Noix, c'est celui de la téléportation, 2 fois par tour. Je pense que c'est ma battle formation préférée. Ouais. Déjà, c'est pour ça que j'ai commencé par celui-là, c'est que je le trouve ouf en termes de lecture, quoi. Déjà, non seulement, ça veut dire que si vous ratez votre téléportation, vous pouvez retenter sur la même unité. Alors sur un G plus difficile, mais ça veut dire si vous avez économisé vos Dirty Tricks, vous avez un 2+, puis un 3+, qui peut être même en phase adverse. Donc souvent, vous allez pouvoir téléporter 2 unités, ce qui est très fort en phase adverse. C'est très fort, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Yes. Ensuite, on va avoir comme formation les griffes de Cruel Boys, Suaire des Marais. Les unités de Cruel Boys amis qui sont entièrement à 3 pouces d'un élément de terrain ne seront pas visibles des unités ennemies qui sont à plus de 12 pouces. J'insiste, c'est rigolo, c'est visible, c'est pas au tir, c'est visible tout court, ce qui est assez rare comme occurrence. Ouais, en fait, ils reprennent un peu la battle formation qui existait en V3, ils la contraignent un peu puisqu'il faut être proche des décors. Ça restera très bon, c'était très bon, ça restera très bon, à voir si on préfère le précédent ou non. Yes. Ensuite, on va avoir le trait qui tue à perpète, puisque vous allez augmenter la portée de 3 pouces des armes de tir des embrocheurs et des empaleuses. C'est également un bon trait, hein, quand on voit les portées de tir, surtout des arbalètes qui sont à 12, si vous voulez faire, il me semble, hein, le tir le plus efficace. Passer à 15, ça n'a l'air de rien, mais c'est un bon buff de range, donc ça peut être à considérer. Maintenant, je pense que les armées avec beaucoup de tirs vont être plus rares. Je pense qu'au maximum, on va avoir 6 arbalètes et 2 embrocheuses.
Je suis pas sûr qu'on verra plus que ça. Est-ce qu'il faut mieux pas aller chercher un double TP pour éviter justement que sur un redéploiement ils te mettent hors loss, quoi? Moi, je préfère le double TP. Maintenant, ça peut s'entendre, mais a priori, je pense que le double TP sera meilleur. Yes. Et on va terminer à doigt à trophée avec Bed Vénère. Les armes des compagnons utilisées dans votre armée ont touche critique 2. Ça oriente complètement une liste. Je pense que c'est pas forcément la meilleure manière de construire Cool Boys. Maintenant, ça a le mérite d'exister. Vous pouvez jouer des vautours, des crocos, des mecs sur chiens, et vous aurez un peu plus de dégâts. Donc, c'est pas complètement exclu, mais ça oriente un petit peu le build. On enchaîne ensuite avec les traits héroïques Cruel Boys. On commence par une aptitude passive qui va être égomaniaque. En gros, à partir du moment où votre héros est à portée de mêlée d'une unité amie infanterie, on va avoir une protection à 5. Par contre, à chaque fois que vous allez réussir un jet de protection, vous allez quand même devoir infliger un dégât qui ne pourra pas utiliser de jet de protection sur l'unité d'à côté. C'est tout simplement le fait d'être bodyguardé par une unité à côté. Ensuite, on va avoir le coup par derrière. On va choisir comme cible un héros ennemi en mêlée avec justement le porteur de cet artefact et une autre unité Cruel Boys. Et on va infliger D3 dégâts mortels, plus 1 si jamais on est en mêlée avec au moins 2 unités amies. Et on va terminer avec crevure rétorse, et je pense que votre adversaire aura le droit de vous traiter de crevure. À n'importe quelle phase de mêlée, vous allez jeter un dé, et sur un 3+, vous allez pouvoir faire un repli, comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement, sans subir les D3 dégâts qu'on est censé prendre. Bah à mes yeux, il n'y a pas trop de choix. Ouais. On va prendre souvent crevure retorse, c'est exceptionnel. Vous mettez sur un vautour, ou sur un croco, ou sur un mec sur chien. C'est valable dans tous les cas. Le mieux, je pense, c'est sur le petit perso sur Nashtouf. Vous allez avoir un électron libre qui va pouvoir aller choper des objectifs, qui va pouvoir faire plein de choses. C'est extrêmement fort. Quand vous loupez votre 3+, vous avez l'enfoncement si jamais vous en avez vraiment besoin. Bon, vous aurez une phase de combat, à voir ce que vous voulez en faire. Mais ça vous donne tellement d'options de jeu, puis ça va un petit peu avec le gameplay Cruel Boys, bah vous avez un jet de dés et puis vous verrez quoi. Ensuite on va passer sur les artefacts. On commence par cendre, mort, dieu qui vont avoir un usage unique à n'importe quelle phase de mêlée. On va pouvoir choisir une unité ennemie en mêlée avec le porteur et on va soustraire un au jet de touche et au jet de blessure pour les attaques de cette unité, donc sur n'importe quelle cible jusqu'à la fin du tour. Ouais, il est intéressant, mais je pense qu'il est moins bon que le suivant. Yes, le suivant, c'est une fois par bataille. On va pouvoir l'appliquer à partir du moment où l'adversaire a déclaré une aptitude d'attaque. Et là, tous les Cruel Boys entièrement à 12 pouces du porteur vont avoir une protection à 5. Techlist le mec. En moins classe, mais différent. Faut savoir qu'en Cruel Boys, on a beaucoup de buffs entièrement à 12, donc vous allez constamment maintenir ces bulles d'entièrement à 12. Bah, quand on vous impacte vos 20 Gut Ripa, 40 PV, vous leur mettez la ward à 5, bah ça leur donne virtuellement 20 PV supplémentaires. C'est énorme. Et on va terminer avec le bâton des marais qui donne une aptitude passive. En gros, le porteur va être considéré comme un sorcier au regard des dissipations. C'est ok, mais on va préférer quand même la tankiness, je pense. On enchaîne ensuite avec le domaine des sorts Cruel Boys. Vous allez voir, il n'y a malheureusement pas de décor, pas de prière, et juste donc 3 sorts. On va donc commencer par la Fosse Noire. C'est un sort qui a le mot-clé illimité. Ça veut dire que vous allez pouvoir tenter de le manifester plusieurs fois par phase, avec des héros certes différents. Là, on va avoir une valeur de lancement de 5 ou plus. On va choisir une unité ennemie visible à 18 pouces, et on va jeter un dé par figurine de l'unité. Sur chaque 6, on fera un dégât mortel. C'est un anti-masse à 6, donc en général c'est un peu bof. Maintenant c'est un illimité, mais on va souvent lui préférer d'autres sorts. Yes. On va ensuite avoir la brume étouffante qui va passer sur du 7. On va pouvoir choisir une unité ennemie à 18 pouces du sorcier, et là on va soustraire 1 à ses caractéristiques d'attaque. C'est le premier sort qu'on voit qui passe à 7, 54% de chance normalement de pouvoir le passer. Est-ce qu'on a des bonus de cast chez les Cruel Boys ? Ouais, les chamans nativement ils ont plus 1 au cast tant qu'ils n'ont pas fait 4 ou moins sur un lancement de sort. D'accord, ok. Question de ce sort ? Il est exceptionnel. On a un grand nombre d'unités qui ont une caractéristique d'attaque de 2 ou 3, donc t'enlèves énormément de létalité aux unités adverses, sachant que ça peut être combiné avec une garde d'honneur qui donne aussi -1. On se retrouve vraiment avec des unités anorexiques, par exemple des élus qui auraient 3 attaques qui repasseraient à 1 attaque. Bon, c'est pas la même tambouille. Complètement. Et le dernier sort, ça va être la ruse de Mork, ça va passer sur du 6. On va choisir une unité amie entièrement à 12 pouces du lanceur, et celle-ci va avoir +1 sa sauvegarde jusqu'au début de votre prochain tour. Bah, c'est un Mystic Shield, donc c'est très fort. C'était très fort avant. Alors, heureusement, les Cruel Boys ne sont pas ceux qui s'en servent le mieux, puisqu'ils n'ont pas des très bonnes sauvegardes, mais ça reste très bon. Yes, on a fait le tour de l'intégralité de la magie des Cruel Boys. Est-ce que tu intègres toujours un sorcier dans une liste ? Plusieurs ? T'as combien de niveaux de magie, toi, quand tu les vois ? Il y aura toujours un chaman, et souvent 2, parce qu'on verra qu'ils ont également une autre capacité supplémentaire qui est très bien également. On va maintenant rentrer dans le dur du Battle Tome des Cruel Boys. On commence par
leur dieu, c'est-à-dire Kragnos. Je rappelle que celui-ci est jouable dans l'intégralité des armées de la destruction. Là, il est à 680 points. Bon, c'est un gros ton, on l'a déjà présenté avec les Iron Joe. 18 PV, sauvegarde à 4. Il ignore l'effet des sorts, en tout cas de leur première fois sur lui par phase sur un 3+. Tout ce qui pourrait être normalement le one-shot, finalement, lui fera que 6 points de vie. C'est aussi un excellent ton contre les monstres, parce que si celui-ci a chargé, il jette un dé sur un 2+, il jette 2 dés qui multiplient les uns avec les autres, et c'est le nombre de dégâts mortels qu'il inflige, mais sur du 7, ça fait rien. Et derrière, il permet à toutes les unités de la destruction entièrement à 12 pouces de lui de faire des charges à 3d6. Est-ce que tu penses qu'il s'intègre bien une armée de Cruel Boys, ou finalement c'est pas trop la cible côté destru? Je pense qu'on peut construire autour de lui en Cruel Boys. C'est pas ma préférence, mais je pense que c'est possible. Faut voir qu'il a le keyword Cruel Boys, donc il peut mettre un strike last. Donc t'hésites à charger Kragnos quand même. Parce que si te sur tape, un 2+ potentiel, ouais. si te tape avant, il te casse la bouche. Ouais, quand même, on est d'accord, ouais. Donc non, on peut complètement construire autour de Kragnos. Par contre, c'est vraiment une liste Kragnos. Et tu mettrais quoi à côté alors? Du tir, un peu de cordon? Ben, je pense qu'il faut un peu de masse, donc il y aura du Gutripa, il y aura un peu de tir si on arrive à le rentrer. Je pense qu'il prendra la place déjà d'un Croco, qui sert à buffer les Gutripa, on ne l'aura plus, mais c'est pas grave, on a une autre source de dégâts, et il prendra peut-être la place aussi du deuxième pack de Gutripa, à voir un petit peu ce qu'on veut faire dans la liste classique. On vient de voir le dieu de la destruction, on enchaîne avec la bouche de Mork, avec donc Gobsprak. On est à 380 points le pigeon, qui a 14 points de vie, une sauvegarde à 5, une protection à 6, un mouvement de 12, un contrôle d'objectif de 5. C'est surtout un sorcier de niveau 2 qui va avoir comme sort signature l'étouffement, qui va passer sur du 6. Il va pouvoir choisir une unité ennemie visible à 18 pouces de lui, jetant autant de dés que sa caractéristique de santé. Et pour chaque 4+, il va affliger un dégât mortel. On regrette le fait qu'il ne lance que 10 dés maximum par rapport à d'autres qui ont des capacités un petit peu similaires, on pense au Fire Slayer. Ensuite, il va avoir comme saccage le fait de pouvoir gober, enfin de broyer pour lui, une figurine ennemie. On va jeter un dé si on est strictement supérieur à la caractéristique de santé d'une des figurines de l'unité, alors on va pouvoir la prendre. Il va aussi, une fois par partie, tenter une dissipation non pas à 2d6, mais à 3d6, et en plus de ça, il a une capacité qui est Mork a dit non. À chaque fois qu'il dissipe un sort, il inflige D3 dégâts mortels au lanceur, et si le jet de dissipation était de 10 ou plus, ça sera D6 dégâts en plus. Ouais, ça c'est une capacité qu'il avait déjà avant, qu'il garde, qui est extrêmement bonne, surtout dans les armées qui comptent beaucoup sur la magie. Là où il est un peu moins bon qu'avant, c'est qu'on va probablement avoir moins de magie sur table qu'avant, donc sa capacité se rentabilise un peu moins. Par contre, il a un meilleur profil d'attaque. Il fait partie un peu de ces War Scrolls qui ont des profils un peu mixtes. Il a un peu de PV, il a un peu de dégâts, il a du mouvement, il a des sorts, il a de l'anti-sort, donc il a beaucoup de choses. Et donc, ça, ce qui veut dire que pour le rentabiliser, il va falloir se servir de l'ensemble de son profil, ce qui est beaucoup plus dur à faire que, par exemple, un simple chaman ou même Kragnos. On enchaîne avec un autre vautour, c'est le boss qui tue. On est donc sur une version générique, mais de guerrier. On n'a donc pas de sorcier sur vautour, à l'exclusion justement du personnage nommé qu'on vient de voir. On est là à 290 points, toujours pour 14 PV, sauvegarde à 4, mouvement 12, contrôle d'objectif 5. Il va avoir comme capacité de saccage de pouvoir jeter autant de dés que la valeur non modifiée de sa charge, et sur chaque 4+, il fera un dégât mortel. Il va avoir un buff assez intéressant qui est que à chaque fois qu'une unité amie tente un redéploiement entièrement à 12 de lui, alors le jet de dés sera de 4 minimum. Et après, il a un profil d'attaque mitigé. Il est plutôt bon. Du coup, pour rebondir un peu sur le profil précédent, là on a un profil qui est beaucoup plus centré sur le combat et un petit peu l'utilitaire. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de se servir de l'ensemble de son profil. Il est aussi beaucoup moins cher et il est équipable. Ce qui veut dire que oui, on va le voir, il est complètement rentrable dans des listes. Question pour toi, quand tu le vois lui, 290 points, donc lui pour le coup, il pourrait être équipé de l'artefact qui lui permet de faire des replis, il bouge de 12. À 290 points, tu le trouves bien, ou alors il occupe trop de place dans une liste? C'est difficile à dire, ça dépend vraiment de ce que vous voulez rentrer dans une liste, mais non, il peut vraiment rentrer dans une liste. En fait, quand tu fais les stats, il fait quasiment pas beaucoup de dégâts, quoi. Bah, tu vas aller chasser toutes les unités satellites, tu vas aller choper les objectifs. Il est pas mauvais. Il souffre de la comparaison avec le suivant, le mec sur chien, qui fait un peu la même chose. Donc il bouge un peu moins vite, il tank un poil moins, il tape un peu moins fort, mais globalement il va faire un peu le même boulot. Et il est moins cher. On continue avec le boss qui tue, mais il passe d'un vautour à un bruxodonte. On est à 220 points pour ce profil un petit peu moins cher. On a un mouvement de 10 points de vie. Par contre là on a une sauvegarde à 3, c'est rare chez les peaux vertes. Il va avoir comme première aptitude, c'est à nous ça, qui est que en gros il va donner plus 1 pour toucher aux unités infanterie entièrement à 12 pouces de lui qui tapent sur un objectif qu'il ne contrôle pas. Et à sa phase de héros il va pouvoir utiliser, ça fait partie du plan, il va tout simplement ajouter 3 au score de contrôle d'une unité à partir du moment où celle-ci est entièrement à 9 pouces de lui. Alors c'est hyper intéressant parce qu'il a 2 aptitudes de synergie,
mais qui en fait, je trouve, sont pas si utiles que ça. En général, une pièce comme ça, moi je vais la jouer comme électron libre. Si on peut activer ces synergies, on l'active, mais ça va pas être le principal du gameplay. Il va être un bon candidat à remplacer le vautour. Vous aurez en général soit l'un soit l'autre, puisque ça va être une de ces deux pièces qui sera porteur de l'artefact de repli. Il va permettre d'aller chercher des choses sur les flancs, des petites unités qui traînent, et d'aller choper des objectifs, de faire un petit peu ce travail d'unité chasseuse, pas excessivement cher. Et du coup, les synergies, si vous les avez, tant mieux. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave. Il nous reste à découvrir sa version à pied, 130 points. Là, il est repassé à sauvegarde à 4 avec 6 points de vie. Il va avoir comme aptitude le fait d'avoir un petit grotte surineur avec lui qui, une fois par partie, vont pouvoir lui permettre de soit mettre des 3 dégâts mortels au corps à corps, soit d'avoir une protection à 5 jusqu'à la fin du tour. Et aussi, il va avoir la règle rester en ligne. C'est une réaction quand une unité amie utilise une attaque en règle, donc plus 1 pour toucher entièrement à 12 pouces de lui. L'unité, en plus d'avoir le bonus, aura plus 1 pour blesser au corps à corps. Sur le papier, il synergise très bien avec les Gutripa. Maintenant, faut voir que la source principale de dégâts des Gutripa, ça va être la mortale, et donc ils ne buffent pas cette source. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de mettre des synergies en place autour de ça. Je suis pas sûr qu'ils soient indispensables en liste ultra compétitive. Yes, écoute, je te propose de relancer le débat une fois qu'on aura découvert vraiment l'attrition au tir que cette armée va proposer. Ensuite, on va découvrir le Nobscour avec Rotétendard. C'est donc un étendard qui rote, ça se voit à la figurine. On est à 120 points, qui va donner une protection à 6 à tous les Cruel Boys, entièrement à 12 pouces de lui. Et ensuite, en mêlée, il va pouvoir justement faire souffler sa bannière et infliger entre 1 et 3 blessures mortelles, dépendamment d'un jet de dés. J'ai toujours du mal avec le positionnement de ce genre d'unité. Tu vois ce que je veux dire, 120 points pour offrir une protection à 6 sur des unités qui valent pas très cher. Il va falloir en relever beaucoup, entre guillemets, pour que ça soit rentable. C'est pas mauvais. T'imagines que tu joues 2 fois 20 Gutripa. C'est 80 PV. La Ward à 6 peut jouer sur ce nombre de points de vie là, et il peut se justifier. Donc, il peut rentrer dans des listes, mais il n'est pas indispensable, ce qui est probablement idéal comme positionnement. Yes, et aussi il peut rentrer dans un détachement ou faire le sien, tu vois, c'est pas ouais. il choisit. Ensuite, on va voir un autre personnage à 120 points qui lui aura besoin de son détachement, ça va être le chaman vassomancien avec Grotte Touilleur. Le Grotte Touilleur lui donne un plus 1 pour ses castes puisque celui-ci est sorcier de niveau 1. Par contre, la première fois que vous allez faire un sort à 4 ou moins, le Grotte Touilleur va mourir et vous allez perdre ce bonus de plus 1. Il va avoir comme aptitude l'élixir infâme. En gros, une fois par tour, à votre phase de héros, il va pouvoir choisir une unité infanterie Cruel Boys entièrement à 12 pouces de lui, jeter un dé, sur un 3+, elle aura plus 1 à ses jets de sauvegarde, et sur du 1-2, elle subira alors des 3 blessures mortelles. Il est excellent. Donc vous en aurez au moins 1, voire 2 dans beaucoup de vos listes. Du coup, ça vous donne plus 2 à la save sur une unité, c'est pas mauvais du tout. Ce que je rappelle, c'est pas un sort, c'est une aptitude. Donc en fait, en plus de ça, il peut faire son bouclier mystique générique. C'est exactement ça. Donc ça peut vous faire vraiment tanker beaucoup plus fort une unité de Gutripa. Vous êtes en save à 5 de base, mais plus 2 sur les rolls. On commence vraiment à discuter. On enchaîne ensuite avec la colonne vertébrale des Cruel Boys, c'est-à-dire le pack d'éventreurs. Ils sont à 170 points les 10, mais ils ont 2 PV par tête de pipe, un mouvement de 5, une sauvegarde à 5, un contrôle d'objectif d'1, 2 attaques par bonhomme avec leur kifrou et leur fendeur. Sur la photo, ils n'ont pas mis les petits boucliers, mais les boucliers apportent la règle tactique qu'intimide. En gros, à n'importe quelle phase de mêlée ami ou ennemi, vous allez pouvoir jeter un dé et sur un 3+, vous infligerez un malus de -1 pour qu'il soit touché, à l'exception des héros. C'est une excellente unité de base. L'unité fait beaucoup de choses. Déjà, elle tank plutôt fort puisque vous avez beaucoup de PV. Alors certes, une save pas ouf, mais on a vu qu'on pouvait améliorer les jets de save de jusqu'à 2. On a également un -1 à la touche sur un 3+, donc ça arrive quand même assez régulièrement. Ouais. N'oubliez pas qu'on a aussi les Dirty Tricks qui nous permettent d'enlever les bonus de charge. Donc la cavalerie qui va charger dedans va potentiellement se retrouver en dégâts divisés par 2. Combiné aussi qu'on peut aussi enlever des attaques avec les sorts. Mettre un frappe en dernier avec un 2 à 5+. On peut mettre un frappe en dernier. On peut aussi leur donner une ward à 6 avec la bannière ou à 5 avec l'artefact. On se retrouve quand même avec une unité qui est très difficile à sortir. Surtout au tour où l'adversaire le veut vraiment, on peut déclencher nos aptitudes à ce moment-là. En plus de ça, ils ont un profil d'attaque qui est plutôt bon parce qu'ils ont crit mortal. Et on va voir qu'on a moyen de les synergiser doublement. On l'a déjà vu avec le coup tordu qui nous permet de faire des crits à 5. On le verra un peu plus tard avec le crocodile qui nous permet d'être en dégâts 2.
Tu viens de nous parler de Croco, on va tout de suite parler du boss Karash sur Bet Focard, c'est donc le Croco. Il existe aussi une version nommée qu'on verra juste après. Là, on est sur une unité à 320 points qui va vous permettre d'avoir différentes aptitudes, notamment le venin de Bet Focard, tu nous en parlais tout à l'heure. C'est une aptitude qu'on va déclencher à votre phase de héros. On va choisir une unité Cruel Boys qui n'est pas un héros entièrement à 12 de lui, jeter un dé. Et sur un 2+, on ajoutera 1 à la caractéristique de dégâts des armes de la cible qui ont crit mortel. Par contre, sur un 1, on infligera des 3 dégâts mortels à l'unité. Et comme deuxième aptitude, il va avoir blessure suppurante. En gros, c'est une aptitude qui va s'utiliser à la fin de tour, à partir du moment où une unité ennemie a subi des dégâts par cette figurine. On va jeter un D3 et sur un 2+, elle prendra autant de dégâts mortels que le résultat du dé et elle aura -1 à ses jets de blessure jusqu'à votre début de prochain tour. C'est tout d'abord une pièce de buff, puisque ça nous permet de rendre les Gutripas très létaux. Il a perdu beaucoup en termes de profil de dégâts, puisqu'avant il avait des crits mortels sur ses attaques de compagnons, ce qui n'est plus le cas maintenant. Néanmoins, il tape quand même plutôt décemment, donc il est pas mauvais, mais on va pas se leurrer, on le prend principalement pour sa capacité de buff. Il va toutefois ne pas falloir s'en contenter. Dans le jeu, il faut aussi qu'il puisse taper un petit peu, parce que sinon, vous ne le rentabiliserez pas que avec sa capacité de buff. Là, on voit que ça buff principalement ce qui a crit mortel. Est-ce que ça peut être problématique sur le tir ? Écoute, pas du tout, puisqu'on n'a plus de crit mortel sur du tir, donc ça a été prévu, voilà. Ok. Est-ce que tu dirais qu'il est auto-include ? Si oui, à partir de combien d'unités d'infanterie pour pouvoir justement les buff ? Pour moi, il n'est pas auto-include, parce que tu peux essayer de jouer Cruel Boys sans. Par contre, si tu veux une létalité maximale, alors là, tu vas le rentrer. Ok, qu'est-ce que t'en penses à 320 points ? Je pense qu'il est bien costé parce qu'il permet vraiment de synergiser très fort les Gutripas et il a un profil pas dégueu. Il est bien costé. On passe ensuite à la version nommée sur Croco. On va parler donc de Vasobos Scum Drake. On est à 260 points, on est donc beaucoup moins cher pour 15 PV, sauvegarde à 4. Derrière, il va avoir comme principal atout le fait de pouvoir clic combat. En gros, à la phase de déploiement, il va pouvoir choisir une unité d'égorgeur Hobgrot et leur donner crit mortel sur leur petit couteau. Et il va aussi pouvoir, au début de la partie, choisir une unité qui sera le sujet du pari. Et en gros, lui et les unités d'égorgeur Hobgrot, là pour le coup, ce sera pas nécessairement l'unité qu'il a buffé, mais toutes les unités d'égorgeur Hobgrot auront alors +1 pour blesser la cible du pari. Et derrière, il va avoir un petit saccageur contre les monstres, puisqu'il va jeter autant de dés que le nombre de dégâts que le monstre a subi. Et sur chaque 5+, elle mettra un dégât mortel puisque c'est l'aggravation des blessures. C'est une pièce qui est intéressante et rigolote parce que dans théorie tu peux avoir un pack de 20 Hobgrot qui fait les mêmes dégâts que 20 Gutripas. C'est intéressant, maintenant ça te coûterait d'avoir lui et le générique. Je pense que c'est un poil cher juste pour cette combo. Lui tout seul il est intéressant, il fait des dégâts, mais il me semble qu'il est moins cher que le générique. Ouais, il est à 260 contre 320. À 260, il peut s'entendre parce qu'il tape quand même un peu, il te permet de rentabiliser une unité de Hobgrot, peut-être. T'en as parlé, on va parler donc des Hobgrot, des égorgeurs Hobgrot. On est à 100 points les 10, on est donc à 10 points le bonhomme, pour une unité qui va avoir 1 point de santé et une sauvegarde à 6. Ils ont des grenades. Ils vont donc faire un tir à 8 pouces et sinon ils vont avoir 2 attaques qui touchent à 4, blesse à 5, dégâts 1. Ils vont avoir comme capacité d'explosion de récup qui est qu'à la fin de chaque tour, ils vont pouvoir lancer un dé s'ils sont à portée de mêlée d'une unité ennemie sur un 3+, ils lui infligeront une blessure mortelle et pourront faire un mouvement de repli sans prendre les dégâts. Pour une unité à 100 points, ils font beaucoup de choses. Ouais. Un petit tir, des PV et si tu ne les tues pas, ils s'en vont. Sur un 3+, bien sûr, on est en Cruel Boys. On va pas changer les bonnes habitudes. Ouais. Mais non, ils sont très bons. On va en voir. Est-ce qu'on va le voir spammer ? Je pense pas parce que ça a besoin d'autres choses. Mais on va avoir régulièrement 2 packs de 10. Ça va arriver. Ouais. Ensuite, on va parler du boss bestiaire sur Trogoth Fange Brute. C'est donc tout simplement un Cruel Boys qui chevauche un troll. Et il vaut 220 points. Il est costé marrant. Il a 12 PV, sauvegarde à 4, contrôle d'objectif de 2. Parce qu'ils sont 2. Logique. Derrière, je vous invite à regarder son profil d'attaque puisque le troll est quand même équipé de massues de fange brute qui sont dégâts flat 3. Il va avoir comme règle le harnais d'avertissement. Il est possible de s'auto-infliger des 3 dégâts sur lesquels il n'est pas possible de faire des jets de protection. Par contre, pour chaque dégât alloué, on va ajouter 2 attaques au troll, donc au compagnon, qui là a 4 attaques, qui peut potentiellement monter à 10 attaques en 4+2+, perforation -2, dégâts 3. C'est quand même rigolo. Et derrière, une fois par tour, il va arracher les membres puisqu'il va pouvoir choisir une unité d'infanterie ennemie à 1 pouce de lui, tenter de lancer un dé et si le dé est supérieur à la caractéristique de santé, alors on va retirer une figurine de l'unité ennemie. Il est très drôle. Ce qu'il faut voir, c'est que sa capacité où il s'inflige des dégâts, vous pouvez faire le Dirty Tricks avant, voir le résultat et choisir ou pas de vous infliger des dégâts. Si vous avez réussi le Strike Last,
bah vous essayez de mettre des dégâts et de défoncer le mec en face. Sinon, vous gardez vos PV et vous essayez de survivre. J'ai du mal à le rentrer pour l'instant dans les listes parce qu'il synergise pas vraiment le reste de l'armée. Ouais. Mais je pense que il est possible, une fois qu'on joue plusieurs fois la liste, de pouvoir essayer de lui faire une place. Il est pas excessivement cher, il tape quand même pas mal. C'est-à-dire, je trouve super bien écrit, c'est-à-dire qu'en effet, il synergise pas, donc par nature, c'est pas suffisamment un gros ton. Mais comme il est pas cher et qu'il peut devenir un gros ton sur un coup de chat où il a 10 pains, alors là tu claques ton attaque en règle et là c'est 3 plus 2 plus moins 2 3. Oh bah là t'es bien. Hein. Ah ouais, c'est, non, mais c'est vraiment marrant le positionnement qu'ils ont choisi d'avoir, c'est super bien pricé. Pour retirer 220 points, le mec il peut te mettre une patate. On enchaîne ensuite avec le Sluggot des Marais, il est à 190 points pour 10 PV, sauvegarde à 4, contrôle d'objectif 2 et un mouvement de 6. C'est donc des Cruel Boys qui chevauchent un troll à 4 pattes, c'est chelou. Mais derrière il va avoir comme capacité en marche, en gros, toutes les unités infanterie Cruel Boys entièrement à 12 pouces de lui ont course et charge. Le buff de course et charge est pas mauvais, hein, mais j'ai du mal à le rentrer dans les listes. Ça veut pas dire qu'il sera jamais rentré. Il y a peut-être des listes qui vont se jouer sur aller très fort en avant et faire des charges. Pour le moment, je trouve que Cruel Boys, ça joue plus sur les 5 tours, ça joue plus sur les Dirty Tricks sur les 5 tours, et du coup, il est moins nécessaire dans ce type de gameplay. Donc ils sont plus sur du TP que sur de la course et charge. Ouais, on va être pas mal sur du TP, même sur être d'accord pour recevoir, puisque t'as des choses contre les charges, t'as des choses pour temporiser le combat. Et donc t'es moins dans l'agression frontale. Maintenant, si vous avez envie de jouer avec 2 fois 20 Gutripaz, un Croco et lui pour aller envoyer tout ça dans la tronche de votre adversaire, ça peut faire son effet. Ok. On va enchaîner avec une unité qui a été problématique jadis. Enfin, pas vraiment parce qu'elle était en Cruel Boys, mais le tir faisait peur dans les anciennes éditions d'AOS. On va parler des embrocheurs qui sont donc jouables à 3 pour 110 points. On est donc sur une unité de tir qui, par bonhomme, va avoir 2 modes de tir, soit 2 tirs à 12 pouces, soit un seul tir à 18, mais qui sera perforation moins 2. Mais les deux vont partager le crit blessure automatique. Et ils vont avoir comme aptitude sympathique, descendez-les à votre phase de tir. Si jamais vous n'avez pas bougé, alors vous aurez plus 1 pour toucher. Bah, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ils sont moins bons, ils ont perdu leur crit mortal. Mais ils sont pas chers. Mais ils sont pas chers du tout. Unité renforcée à 220 points, bon, ça tire fort quand même. Hein. Ouais. Ça fait 13 tirs, dégâts 2. Waouh, quand même. Hein. Ouais. C'est vraiment pas négligeable. C'est une unité que tu peux téléporter, donc le tir à 12 pouces est un peu moins contraignant que ce qu'on pourrait imaginer. Par contre, c'est une unité qu'on spammera peu, parce qu'elle meurt extrêmement vite et que en général tu vas réussir à téléporter en phase adverse une unité, rarement 2, donc en sauver 2 c'est très dur, donc ça veut dire que dépasser les unités c'est compliqué. Par contre une unité, je pense dans toutes les listes il y en aura une. Ensuite on va voir l'empaleuse. L'empaleuse c'est l'énorme arbalète, la machine de guerre à 160 points qui va de base faire 2 tirs sur du 4 dégâts D6, qui contre les monstres aura plus 1 à la perforation d'armure, mais surtout passera directement dégâts 6, et même chose que pour les arbalètes, si lui ne se déplace pas il a un bonus de plus 1 pour tirer. J'insiste sur la lecture de ces deux unités puisque c'est ce qu'il y a dans la boîte aussi de la Spearhead. Ouais, bah l'empaleuse elle est très bonne, mais elle va beaucoup dépendre de la méta. S'il y a beaucoup de monstres, elle va être exceptionnelle. S'il y en a moins, elle est toujours bonne. Hein. En toute honnêteté, le tir est vraiment pas mauvais. Maintenant, je pense que vous allez souvent préférer les 6 arbas. À voir si vous arrivez à la rentrer en plus des 6. Ça va dépendre de ce que vous voulez mettre d'autres dans l'armée. Là, on est à 160 points. J'ai toujours un petit peu de mal avec ces unités, tu sais, qui en fait touchent à 4, à 3 si tu bouges pas, qui peuvent quand même quasiment ne rien faire de la game. On a la même chose chez les Skaven qui balancent énormément de tirs pour ce genre de volume de points, mais quand tu fais les stats, ça dépend de la sauvegarde adverse, ça dépend de plein de choses. J'ai du mal à les positionner aujourd'hui. Toi, les empaleuses, tu les vendrais par 1 parce que tu as 160 points, par 2 parce que tu cherches la stabilité, et donc en mettre 2, c'est quand même 320 points pour des tirs qui peuvent être anecdotiques. Comment est-ce que tu les joues, ces unités-là ? Mais c'est un peu compliqué parce que c'est des unités qui dépendent de la méta, mais t'as raison quand tu dis 2 attaques, ça peut vraiment foirer très vite. Ça peut très mal se passer, hein. J'ai joué très longtemps Sévirette, Eltarion, c'est des unités qui ont un nombre très faible d'attaques, donc je sais très bien que faut accepter qu'il y a des tours où vous allez faire 0 dégâts. Faut l'accepter et avoir un plan de jeu qui marche, et vous les gardez parce que sur la totalité de la partie, vous allez réussir à la rentabiliser. Heureusement, en Cruel Boys, on arrive à ce que nos unités importantes, en général, ne se fassent pas impacter trop tôt. Donc on a quand même plusieurs phases de tir pour pouvoir les rentabiliser. Donc l'empaleuse, à mon sens, elle peut se jouer toute seule ou à 2, et les 2 options sont possibles. Et par contre, tu les mets en fond de course sur ton objectif ou en latéral pour empêcher les builds d'interdiction de 9 pouces, et comme tu tires à 24,
t'essaieras toujours de... Enfin, tu joues comme ça? Bah, tu vas le jouer en max range, ouais. De toute façon, t'as envie d'être le plus loin possible de ton adversaire. Il nous reste à voir une unité, ça va être les Cruel Boys braconniers. On est sur un pack de 7 à 120 points, avec toujours 2 points de vie par tête de pipe, une sauvegarde à 5. Ils ont un petit grotte chabardeur avec eux qui va leur permettre, une fois par tour, en réaction justement d'un monstre qui ferait un saccagé sur eux, de pouvoir jeter un dé et sur un 2+, de l'ignorer. Donc ça pour le coup c'est assez intéressant. Sur un 1, on retire le grotte. Et ils vont avoir comme autre règle d'appâter et piéger, puisqu'ils vont pouvoir choisir un monstre à portée de mêlée de eux, jeter un dé, et sur un 3+, il aura frappe en dernier. Et si le monstre était blessé, alors ça sera sur du 2+. Ouais, ils sont très bons. À 120 points, c'est 15 PV. Donc c'est déjà rien que ça, c'est très bon. En plus de ça, ils ont un profil d'attaque qui est vraiment pas déconnant, avec 3 attaques tête, rend 1, dégâts, un crit mortel, anti-monstre -1. Donc déjà, ils sont exceptionnels contre des monstres, et ils sont vraiment très bons d'une manière générale. Ils peuvent prendre les buffs classiques du Snatch à Boss ou du Dirty Tricks. Donc ils peuvent passer en crit à 5, dégâts 2 par exemple, ou ils peuvent juste passer en dégâts 2. Ils sont vraiment très bons, je pense qu'on va en voir 1 voire 2 unités dans beaucoup de listes. On a fait le tour de ce qui va faire le sel des Cruel Boys. C'est assez intéressant parce que tu vois quand même pas mal de PV sur table entre guillemets, mais du contrôle d'objectif qui est quand même mauvais par rapport à du Skaven, même si là il y a les Dirty Tricks, il y a des aptitudes d'allégeance qui vont être complètement différentes. Comment est-ce que ça se comporte sur table? Est-ce que tu vois, le Fire Slayer il est très facile à lire, il y a 3 objectifs, c'est God Mode. Il n'y a pas 3 objectifs, c'est plus compliqué. Eux, comment est-ce qu'ils vont s'épanouir sur table? Bah déjà, si vous êtes à 6 objectifs ou plus, vous allez généralement dominer la table, puisque vous avez accès à la téléportation dans vos battle traits, donc ça c'est très très fort. Ensuite, le contrôle d'objectif il n'est pas si mauvais, puisque vous avez quand même une grosse empreinte sur table avec Vanguard Ripa. Je rappelle que le socle le plus petit est 32 mm, sauf les upgrades. Et du coup ça veut dire qu'une fois que vous êtes sur objectif, faut sortir le pack. Et le pack de Vanguard Ripa, comme on a pu le voir quand on faisait la review, il peut être très 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 tanky. Vous avez beaucoup de choses pour ennuyer votre adversaire, donc beaucoup de pièges, des -1 attaque, des +1 save, frappe en dernier, des wards. Vous avez énormément de choses qui ennuient votre adversaire et qui empêchent l'adversaire de faire ses plans. Et ça c'est extrêmement agréable pour vous en tout cas à jouer. C'est que vous allez pouvoir perturber les plans de votre adversaire avec cette armée. C'est une armée qui est très dure à lire, je trouve, sur le papier. Donc merci beaucoup pour ton expertise et de l'avoir testé, affronté, puisque c'est encore une fois très difficile de voir les avantages et les inconvénients de ce genre d'armée qui est basé sur les tricks et en tout cas sur les pièges qu'ils vont mettre en place. Un grand merci à toi donc Spoon, les amis, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Web Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Je mettrai aussi en description le lien de la chaîne Twitch de Nicolas Tasson, et nous on vous dit à plus les Wargamers.